Donc bonjour à tous et à toutes, il est 19h19. Je vais démarrer ce webinaire qui porte donc sur le sujet suivant: travail social, l'établissement et la négociation du plan d'aide. Donc une petite présentation: je suis Akpalea Imamou Philomène, donc je suis assistante de service social, j'exerce actuellement en libéral. Et donc c'est un sujet qui directement là concerne directement donc mon travail, je dirais presque au quotidien, sur l'établissement donc d'un plan d'aide en négociation avec l'assuré social ou l'usager, selon les institutions des patients, selon les institutions où on est amené à pouvoir exercer. Parce que l'intérêt, ou je dirais la grande richesse de notre du travail social, c'est de pouvoir exercer ce travail dans différents secteurs d'activité, et donc en milieu hospitalier également, en secteur associatif, au sein des administrations, ce qui permet de pouvoir déjà développer des compétences étendues dans différents domaines, et puis énormément à apprendre également, puisque le travail social, c'est notamment, je pense en grande partie, c'est aussi l'apprentissage, la découverte des dispositifs, des dispositifs de manière régulière. La veille documentaire fait partie du travail de l'assistante de service social, qui se doit d'être au fait et tant que possible, parce que la législation, ça va très vite, des mouvements législatifs. Donc voilà, travail social. Donc pour démarrer, j'ai commencé par définir le terme de plan d'aide. Et donc c'est une définition que j'ai rédigée. Donc le plan d'aide, je l'ai défini ainsi: est un accord tacite ou non, outil de planification des interventions et préconisations qui seront mises en action par les parties dans le cadre d'une relation d'aide en vue de la résolution d'une ou plusieurs problématiques. Voilà, c'est la définition que j'en ai, que j'ai définie. Le plan d'aide, c'est d'abord ça peut être tacite ou pas. Le plan d'aide, c'est avant tout un accord qui se crée dans le cadre d'une relation d'aide, donc là, d'un accompagnement social qui se met en place en faveur d'un usager. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, que généralement quand je rencontre l'assuré social ou l'usager, le plan d'aide est la partie intégrante du premier entretien qui est établi, puisque le premier entretien permet non seulement d'axer l'entretien sur le recueil des informations, et la négociation du plan d'aide. Et donc le recueil des informations, ce sont les informations nécessaires, indispensables pour pouvoir saisir au mieux la situation de la personne. C'est notamment les informations sur l'état civil de la personne, l'âge, la situation. Souvent, l'état civil, l'âge, la situation sont déjà donnés en amont, puis lors de la prise de rendez-vous, donc de l'usager auprès du service. Je pense qu'on part sur le fait que la relation d'aide, c'est avant tout une communication. Et moi, j'apprécie que les informations viennent de l'usager directement. Donc, souvent, quand j'ai des informations, je repose quand même la question. Et l'âge, situation professionnelle, ou peut-être retraité, ou dans une autre situation. Quel revenu exactement? Quelle est la situation par rapport au logement? Est-ce locataire, propriétaire, hébergé? Ça, c'est le recueil des informations préalables. Les informations, notamment concernant le numéro de sécurité sociale, le numéro d'allocataire CAF, sont également indispensables, parce que c'est ce qui va nous permettre après de pouvoir mener des interventions ou des recherches sur le dossier des usagers. Et donc, sa situation par rapport au logement, quelle est sa situation par rapport au logement? C'est le recueil d'informations préalables qui va nous permettre à nous de pouvoir mener une analyse. L'objectif donc de l'assistante de service social, l'objectif de l'accompagnement social, et d'où la spécificité de notre travail, c'est justement d'arriver à mettre en lien les éléments d'information recueillis pendant l'entretien, et ça se fait durant l'entretien, même si après il y a toujours un travail d'analyse qui se fait après l'entretien. Mais durant l'entretien, c'est arriver à mettre en lien le recueil des informations que nous avons obtenues et les dispositifs qui sont en cours pour pouvoir venir en aide aux personnes. Et ça demande non seulement d'être, comme je le disais, toujours actif sur la veille documentaire et d'être
tant que possible à jour sur les avancées législatives, mais ça demande aussi d'avoir cette capacité, je dirais, intellectuelle à pouvoir mettre en lien de manière automatisée. Tiens, ce monsieur est dans telle situation, il y a tel dispositif qui est possible de mettre en œuvre. Généralement, pour moi, un premier entretien, si ce n'est pas fait dans une visite à domicile, mais dans le cadre d'un entretien en accueil, c'est à peu près 45 minutes pour un premier entretien, puisque le premier entretien, c'est cet entretien-là qui va nous permettre de recueillir toutes les informations, justement, qui va permettre après de positionner le plan d'aide. Lors d'une visite à domicile, c'est plutôt 1 heure pour un premier entretien. Donc, le recueil d'informations, important. À partir de ce recueil d'informations, il faut penser le plan d'aide. Et le plan d'aide, en fait, en entretien, on le pense sans que l'usager s'aperçoive bien sûr qu'on est en train déjà de positionner ce plan d'aide. Donc, le plan d'aide doit être négocié. Négocié, ce qui veut dire que durant l'entretien, il s'agit de faire part à l'usager ou à l'assuré social des éléments d'information qui vont, des dispositifs qui sont mis en place pour venir en aide, puisqu'il nous faut absolument, et ça c'est primordial, c'est le consentement de l'assuré social ou de l'usager, son consentement qui soit non vicié, qui soit clair et clairement déterminé, de sorte à ce que avoir son accord dans le projet qui va être mis en place, parce que sans l'accord de l'usager, il y a le risque derrière qu'il soit non seulement en désaccord et qu'il fasse part de son désaccord et qu'il exprime surtout que son avis n'a pas été pris en compte, donc un mécontentement. Et même si on est dans du travail social, on n'est pas dans une relation commerciale avec l'individu, il y a quand même cet aspect de satisfaction. Et je pense que maintenant, avec les évolutions, tous les services sont aussi évalués sur la question de la satisfaction des usagers qu'on est amené à rencontrer. Donc, on doit aussi fournir un travail de qualité. Donc, donc à partir du plan d'aide, le plan d'aide négocié, ça va permettre après de positionner ce que j'appelle l'analyse du plan d'aide. Donc, après à l'analyse de la situation, excusez-moi. Donc, l'analyse de la situation, c'est l'objectif de l'analyse de la situation, c'est que ce monsieur nous expose telle situation. Son enfant est en situation de handicap, ou sa épouse est en situation de handicap, ou quoi. Il nous fait part de cet élément, il nous donne la tranche d'âge de la personne concernée. Automatiquement, dans notre esprit, nous, en tant que travailleurs ou travailleuses sociales, nous devons être capables de se dire, tiens, il y a ce dispositif, nous savons déjà directement quel est l'organisme spécifique en charge de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, quels sont les dispositifs qui sont mis en œuvre, quel dossier faut-il constituer. Il est préférable d'avoir même le dossier avec soi pour pouvoir le montrer à l'usager. C'est plus facile pour pouvoir obtenir son consentement et pour pouvoir lui expliquer notamment la complétude des dossiers également, et puis les délais de traitement des dossiers, quel est l'intérêt. Le plan d'aide, c'est négocier. Donc, quelque part, nous apportons, nous aussi, un argumentaire à l'assuré social pour qu'il puisse adhérer finalement au projet que nous proposons, puisque nous proposons un projet d'aide à l'individu pour pouvoir tendre à la résolution de ces difficultés. Et donc, en fait, on n'est finalement pas soumis à une obligation de résultat en tant que tel, on est soumis à une obligation de moyens. Et à une obligation de moyens, ça veut dire que nous devons mettre en œuvre, en tant que travailleurs, travailleuses sociales, tous les moyens possibles pour pouvoir aider la personne dans sa difficulté. Et tous les moyens possibles, ça demande, puisqu'on travaille avec la matière intellectuelle, ça demande le savoir, et le savoir, ça s'acquiert au fil, je dirais au quotidien, le savoir, et ça demande énormément de travail. Donc, l'intérêt, donc, le plan d'aide est négocié. Moi, généralement, le plan d'aide, je l'axe plutôt sur les 6 domaines de la protection sociale, c'est-à-dire en étudiant l'aspect lié au logement. Quelle est la problématique liée au logement? Doit-on intervenir sur cette problématique liée au logement? L'aspect lié au travail. Y a-t-il une problématique? Dans ce cas-là, il faut quels sont les moyens mis en œuvre pour pouvoir accompagner ou ne serait-ce que orienter la personne vers des institutions
peuvent apporter cette information. En tant que travailleur au travail social, on ne peut pas tout savoir, on ne peut pas tout maîtriser sur les dispositifs. Il y a aussi des travailleurs sociaux qui sont spécialisés au sein des institutions qui peuvent aussi nous apporter certaines informations. Il ne faut pas hésiter à décrocher son téléphone pour pouvoir recueillir certaines informations qui vont permettre peut-être même d'accélérer le traitement d'un dossier beaucoup plus rapidement. Donc, je disais donc le lien avec le logement, le travail, la situation financière, bien sûr, primordiale, la santé, les aspects liés à la santé. Est-ce que tous les dispositifs ont été mis en place pour justement permettre aux personnes de pouvoir se maintenir en bonne santé? En France, nous avons une panne importante de dispositifs pour que les individus puissent accéder aux soins. S'ils sont en bonne santé, oui, s'ils ont les moyens de se soigner, ils ont les moyens, je dirais, de gagner soit en résilience, c'est-à-dire en capacité à pouvoir rebondir. Et ça, mais pour ça, il faut avoir la santé pour pouvoir trouver la force, je dirais, de pouvoir avancer. Le plan d'aide, finalement, nous implique à la fois le ou la travailleuse sociale, implique la personne parce que d'une part, ça permet d'imposer, ou pas d'imposer, mais de négocier ou de trouver, je dirais, de mettre la base plutôt tout simplement dans la relation de confiance. C'est-à-dire qu'un plan d'aide bien négocié, bien préparé, bien compris par l'usager repart, il est ou elle est en confiance. Elle sait qu'elle est ou il est dans de bonnes mains et que les interventions vont être menées. Et il a donc ce sentiment d'être véritablement accompagné. Un assuré qui a le sentiment d'être véritablement accompagné, c'est un assuré qui trouvera la force de pouvoir avancer, c'est-à-dire avancer dans la réalisation des démarches à effectuer donc pour la résolution de sa problématique et avancer également dans les recherches, avancer. Mais c'est pour ça que c'est primordial. On a un poste finalement en tant que travailleuse sociale qui est important et je trouve qu'on sous-estime bien souvent et qui pourtant lorsque l'accompagnement social se fait véritablement dans de bonnes conditions, avec la mobilisation de tous les acteurs, on peut parvenir comme ça à changer, à modifier le cours de la vie des personnes et à leur permettre de dégager ou de mobiliser toute leur capacité de résilience, leur capacité à pouvoir rebondir. Donc, le domaine de la santé, c'est un domaine primordial. Les dispositifs sont mis en œuvre pour que chacun et chacune puisse accéder à des soins. Et je pense que c'est important d'investir dans ce domaine-là, de travailler sur ce domaine-là avec les assurés sociaux. Donc, le logement, le travail, la situation financière, il y a la situation familiale également. Nous pouvons être confrontés lors des accompagnements sociaux à des situations familiales complexes, avec des violences conjugales, avec les services de protection de l'enfance. Il y a donc tous ces éléments-là à prendre en compte. Il faut quand on nous forme, j'ai obtenu mon diplôme en 2010, on nous apprend que nous n'avons pas à porter de jugement sur le parcours des personnes, parce que la personne qui était avant n'est peut-être plus la personne qu'elle est maintenant, avec le parcours qu'elle a connu. Donc il faut toujours laisser une possibilité, une porte ouverte pour les individus, quel que soit leur parcours, et être dans le non-jugement. Le non-jugement, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas, nous, nos propres principes, ça veut dire que nous acceptons simplement la personne qui est face à nous et qui nous transmet les informations qu'elle nous transmet avec confiance. Nous n'avons pas à porter de jugement sur sa vie ou son parcours ou ses motivations ou est-elle sincère ou pas sincère. Ça, après, c'est ma manière à moi de voir les choses. En somme, en tant que travailleur, travailleuse sociale, nous n'avons pas à porter de jugement. Nous avons simplement à accompagner et à aider ces personnes. Et on peut se retrouver face à des personnes qui tentent d'aller vers un système de fraude. Il convient dans ce cas-là de leur souligner que c'est interdit et c'est un délit puni par la loi.
Et si ça convient, c'est notre rôle. Notre rôle, nous sommes soumis en tant que travailleurs et travailleuses sociales par le secret professionnel, ce qui veut dire que non seulement nous n'avons pas à porter de jugement sur la personne et ses choix de vie, mais nous n'avons pas aussi à divulguer des informations trop personnelles ou des informations qui pourraient mettre en péril la personne ou la mettre en situation difficile. Donc ça, c'est important. Donc le plan d'aide se négocie sur la base des six thématiques de la protection sociale. Il faut toujours veiller à avoir les réponses à ces 6 thématiques et savoir quelle est la position donc de l'usager par rapport aux interventions. Il y a les préconisations. Les préconisations, ce sont les éléments que vous, en tant que travailleur social, vous allez donner à l'usager. C'est-à-dire que dans ce qui va être négocié, qu'est-ce que l'usager a à faire? Lorsque l'usager quitte votre bureau, l'usager doit être en capacité de savoir quelles sont les démarches que lui a à faire et doit savoir quelles sont les démarches que vous avez à faire, et ça doit être parfaitement établi. Donc, ce qui est possible de faire, et ce que moi je fais de temps en temps, c'est de mettre par écrit les interventions, les préconisations pour la personne. Je le mets par écrit et je lui remets ça à la suite de l'entretien. Mais c'est indispensable qu'il sache de manière claire qu'est-ce que vous avez à mener et qu'est-ce que lui ou elle a à mener, ou de le formaliser dans un mail. Suite à l'entretien que nous avons eu, nous avons convenu du plan d'aide suivant en détaillant pour chacune des parties les interventions qui doivent être menées. Et ça, c'est indispensable parce que si les interventions... En plus, il faut son accord. Il faut son accord lorsque nous savons pertinemment que dans l'accompagnement social, nous allons être amenés à aller peut-être recueillir des informations sur des éléments de la caisse d'allocation familiale. Et donc, il faut son accord pour pouvoir obtenir et utiliser les informations, pour pouvoir même se rendre sur un espace numérique. Donc, l'accord, généralement, n'est pas écrit parce qu'il y a aussi un devoir de conscience, hein, je pense. Mais techniquement, il faut l'accord de l'assuré systématiquement pour se rendre sur ou sa présence lors d'un entretien. Ça se fait dans le cadre d'un entretien, de se rendre directement en présence de l'usager, directement sur son espace numérique pour recueillir les informations qu'il nous faut, non pas pour surveiller l'usager, mais pour recueillir les éléments d'information qui vont nous permettre après de pouvoir traiter et mener nos interventions, parce que l'objectif, c'est que en tant que travailleuse sociale, nous avons des interventions à mener. Ces interventions peuvent se faire auprès d'autres partenaires. Ça peut être des interventions visant notamment à obtenir des aides financières pour l'assuré social ou à débloquer simplement une situation ou à essayer de recueillir les informations d'une situation complexe afin de pouvoir l'expliquer à l'assuré qui, pour des motifs X, a des difficultés à comprendre ce qui empêche le traitement de son dossier. Nous sommes là pour accompagner la personne. Donc, en termes de conclusion, j'ai pris quelques notes sur l'objectif finalement du plan d'aide. D'une part, le plan d'aide, c'est clarifier les interventions et les préconisations de chaque partie. Deuxièmement, c'est faire valoir les droits pour l'usager. C'est un indicateur d'évaluation de l'avancée de l'accompagnement social. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que le plan d'aide doit être mis à jour régulièrement. Vous négociez un plan d'aide et vous mettez, je dirais par écrit ou sur système informatique, vous mettez les différentes interventions à mener. Vous devez pouvoir, lorsque vous avez passé un appel téléphonique, indiquer appel téléphonique a eu lieu à telle date, à tel jour, quelle a été la conclusion de cet appel téléphonique. Un plan d'aide est vivant. Il se nourrit régulièrement justement pour pouvoir permettre l'avancée. Je fais vite. Un indicateur de l'avancée, indicateur également d'évaluation de la qualité de l'accompagnement social, parce qu'on voit ce que vous avez mené comme intervention dans le dossier pour faire avancer justement la situation de la personne. C'est une mesure également de progression qui permet de positionner également la fin de l'intervention. À partir du moment où toutes les interventions, les préconisations ont été réalisées, nous savons que la fin de l'accompagnement social a lieu. Et donc, il est possible de faire un entretien de clôture
d'accompagnement, parce que l'accompagnement social n'a pas pour objectif de se perdurer, mais l'accompagnement social a un début et a une fin pour les usagers. Et donc, il faut que ça soit déterminé. Et le plan d'aide permet justement d'avoir une vision claire de l'avancée de cet accompagnement social et à quel moment il prend fin, justement pour travailler avec l'usager sur cette fin de cette relation.